Monsieur, on vous a demandé de continuer 3 fois. Cet arrêt de bus est réservé aux usagers actifs, pas aux errants. Dernier avertissement, dit le jeune agent de police, la main déjà posée sur son taser. Albert Delma, 68 ans, leva les yeux du vieux roman qu'il lisait, le front plissé. Agent, je ne fais qu'attendre le bus 215 pour aller à la clinique des anciens combattants. Mon rendez-vous est à 15 heures. L'agent ricana. Bien sûr. Vous troublez l'ordre public. Avant qu'Albert n'ait le temps de protester davantage, l'agent dégaina son taser et tira. Les pointes électrifiées atteignirent sa poitrine, envoyant une décharge insupportable à travers son corps affaibli. 6 minutes plus tard, alors qu'Albert était allongé, sonné sur le trottoir, le crissement de pneus et l'apparition d'hommes lourdement armés sortis de véhicules noirs banalisés brisèrent le calme de l'après-midi. Le ministère de la Défense avait répondu. Albert Delmas était un homme de silence, de gestes simples et d'habitudes rigoureuses. Son petit appartement au 3e étage était modeste, mais d'une propreté irréprochable. 30 ans de service comme maître principal dans la Marine nationale française, spécialisé dans les systèmes de guerre électronique pendant la guerre froide, avaient façonné sa vie. Des missions longues et isolées, sous les océans ou dans des postes d'écoute lointains, avaient laissé des marques invisibles. Désormais retraité, le silence n'était plus missionnel. Il était pesant, accentué depuis la mort de son épouse. Seul le bourdonnement incessant de ses acouphènes, souvenir de longues heures passées près des radars, rompait parfois cette quiétude. Il dépendait de la clinique militaire pour son suivi médical, en particulier pour l'arthrose de ses genoux et une pathologie cardiaque contrôlée par traitement. Ce jour-là, il se rendait à son rendez-vous trimestriel en cardiologie. Le bus Tiber 215 s'arrêtait juste devant la clinique, et l'arrêt était à 3 pâtés de maison de chez lui. Il était arrivé 20 minutes à l'avance, comme toujours. Il s'était installé sur le banc en plastique dur, avait sorti son vieux roman de guerre navale et s'était plongé dans sa lecture. L'agent Julien Morel, 24 ans, 2 ans de service, zélé et avide de se faire remarquer, patrouillait dans un quartier récemment embelli, sous pression de sa hiérarchie pour maintenir un espace propre. Ce qui signifiait en pratique faire disparaître toute personne ne correspondant pas à l'image attendue d'un centre-ville dynamique. Il aperçut Albert, un vieux monsieur, vêtements usés, assis, lisant. Pas de café à emporter, pas de téléphone à la main. Pour Morel, ce n'était pas un voyageur, c'était un squatteur. Il s'approcha d'un pas assuré. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici toute la journée », lança-t-il d'un ton autoritaire. Albert leva la tête, un peu surpris, et marqua sa page. « Excusez-moi, agent, mais cet arrêt de bus est pour ceux qui attendent un bus. » Morel répliqua, comme s'il exposait une vérité profonde. « Oui, mais on attend, puis on monte, puis on part. Vous êtes là depuis un moment. Il faut bouger. Je prends le 215 pour la clinique des anciens combattants, » expliqua Albert calmement. Il fit un geste vers le bout de la rue. Le regard de Morel se durcit. La clinique est à l'autre bout de la ville. Le 215 ne passe pas avant 15 minutes. Vous faites du squat. C'est mon dernier avertissement. Il tapota son carnet de contravention. Albert soupira. Agent, je vous assure que je suis simplement en attente de mon transport. Je ne dérange personne. C'est ce que vous croyez. Mon évaluation, c'est que vous occupez l'espace public sans but immédiat de déplacement, ce qui constitue une infraction au règlement communal 34B. Albert savait qu'argumenter serait inutile. Il avait vu ce type de comportement dans d'autres uniformes, dans d'autres pays. L'obsession des règles minuscules au détriment de la décence humaine. « D'accord, agent, » dit-il en tentant de se lever malgré la douleur lancinante dans ses genoux. Il commença à ranger son livre, lentement. Morel, prenant son mouvement pour une provocation ou sa lenteur pour une insulte, se tendit. « Je vous ai dit de partir. Vous croyez que je plaisante, le vieux ?» Sa main se dirigea vers son ceinturon. Albert, surpris par l'agressivité soudaine, leva une main, paume ouverte. « Inutile de s'énerver, je pars. » Mais ce geste, pourtant pacifique, sembla déclencher chez Morel un réflexe. « Résistance !» hurla-t-il. « Vous résistez à un ordre légal. » Et sans attendre, il tira. La douleur fut immédiate. Les muscles d'Albert se contractèrent sous l'impulsion électrique. Il s'écroula du banc, sa tête cognant le trottoir. Son livre glissa au sol.
Le monde devint un chaos blanc de souffrance. Morel se tenait au-dessus de lui, arme toujours pointée, euphorique. Il murmura « Fallait m'écouter ». Il saisit sa radio. Sujet non coopératif neutralisé, taser utilisé. Des passants s'étaient arrêtés, certains horrifiés, d'autres sortant leur téléphone pour filmer. Albert, étourdi, peinait à respirer. Sa poitrine brûlait, son cœur battait de travers. D'un geste tremblant, il glissa la main sous sa chemise, vers un petit pendentif métallique suspendu à une chaîne. Il appuya. Un clignotement vert discret s'alluma. Ce n'était pas un dispositif médical. C'était un vestige d'un protocole très ancien, très classifié, conçu pour localiser et extraire un agent isolé en cas de défaillance des autorités locales. Il n'avait jamais eu à l'utiliser. Il avait presque oublié qu'il le portait. Il ferma les yeux. 4 minutes passèrent. Morel appelait une ambulance, plus pour la procédure que par souci réel. 5 minutes. On entendait la sirène. 6 minutes. Une chose arriva bien plus vite. 3 véhicules noirs sans plaque, discrets mais puissants, se garèrent en urgence. 6 individus en sortirent, en équipement tactique civil, gilets pare-balles, oreillettes, armes non dégainées mais prêtes. En quelques secondes, ils encerclèrent Albert, formant un périmètre. Le chef d'équipe, une femme au regard dur, s'agenouilla à côté de lui. « Maître principal Delma » dit-elle posément. « Signal reçu, extraction en cours. Vous êtes en sécurité. » Albert, encore sonné, hocha faiblement la tête. « Code rossignol bleu. » Elle acquiesça. « Compris, monsieur. On s'occupe de vous. » L'agent Morel était hors de lui. « Mais qui êtes-vous ? » « Je suis en opération de police. Il a résisté. Vous interférez avec une procédure légale. » Le chef ne le regarda même pas. Il murmura dans son poignet. « Rossignol bleu confirmé. Actif localisé. Interférence présente. Liaison requise niveau 1. » La radio de Morel crépita, mais ce n'était pas la voix familière du standard. C'est une voix froide, tranchante, incontestablement officielle. « Unité 714, ici Overwatch. Stoppez toute action immédiatement. Une équipe fédérale est sur site. Attendez les instructions. Agent Morel ?» Morel balbutia. « Oui, oui, monsieur. » Il recula, le visage blême. Qui était cet homme? L'équipe médicale de l'ambulance arriva, mais fut poliment écartée. Leur service n'était pas requis. Le médecin de l'équipe tactique, vêtu d'une combinaison sombre avec des bandes thermiques intégrées, prit immédiatement le relais. Il jeta un bref coup d'œil à l'électrocardiogramme, palpa le pouls d'Albert, puis hocha la tête sans dire un mot. Il sortit un kit injecteur scellé, marqué d'un symbole inconnu, inséra une aiguille dans l'avant-bras du vieil homme et régla manuellement un dosage précis. L'effet fut quasi immédiat. La respiration d'Albert se stabilisa, sa conscience reprit une certaine clarté. Ce n'était pas une médecine ordinaire, c'était un traitement réservé à ceux qu'on ne voulait pas perdre. Pas tout de suite. À peine une minute plus tard, le bourdonnement grave d'un rotor fendit l'air saturé de tension. Un hélicoptère noir sans marquage, à l'exception d'un discret insigne fédéral en relief sur le cockpit, descendit avec une précision presque surnaturelle. L'engin ne s'était pas posé sur un héliport improvisé, mais directement au milieu de l'avenue bloquée par les véhicules d'intervention. Les pales soulevèrent un nuage dense de poussière, de débris et de feuilles mortes, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Des câbles descendirent, et 2 opérateurs masqués en descendirent avec une coordination parfaite. Pas de geste inutile. Pas un mot. L'un d'eux s'agenouilla près d'Albert, lui prit la main avec une étonnante douceur et murmura quelque chose à son oreille. Albert ferma les yeux un instant, comme pour faire taire la douleur, puis hocha légèrement la tête. L'autre opérateur installait déjà le brancard renforcé, déployant un système d'attache magnétique connecté au harnais d'extraction. Ils agirent comme s'ils connaissaient chaque centimètre du terrain, chaque seconde du protocole. Pendant ce temps, à une dizaine de mètres, l'agent Morel faisait face à un homme que personne n'avait vu arriver. Un homme aux tempes grises, en costume 3 pièces noires, qui semblait émaner une autorité si tranchante qu'aucun des agents sur place n'osait l'approcher. C'était lui, le supérieur. Il parlait à voix basse, mais chaque mot semblait tomber comme une sentence. Morel ne répondit pas. Il encaissait, le regard fixe, les lèvres serrées, la mâchoire tendue jusqu'à l'épuisement. Le visage de l'homme en costume ne trahissait aucune émotion, seulement le poids d'un procol trahi. Albert, quant à lui, ne regardait pas Morel avec colère.
Il ne le regardait pas du tout, en vérité. Son regard était tourné vers l'horizon, au-delà des immeubles, au-delà des sirènes, au-delà de cette ville qu'il n'avait jamais vraiment quittée, mais qu'il ne reverrait plus jamais. Il avait l'air fatigué, d'une fatigue que ni le repos ni les médicaments ne pouvaient effacer. Une fatigue ancienne, enracinée dans les années de silence, de missions qu'on ne raconte pas, de pertes qu'on ne pleure plus. Les deux opérateurs l'aidèrent à se relever avec délicatesse. L'un d'eux stabilisa la civière pendant que l'autre vérifiait les constantes sur un écran implanté dans son gant. Une fois fixé et sécurisé, Albert fut monté à bord de l'hélicoptère. Le bruit des pales couvrait les derniers mots échangés à l'oreillette entre le médecin et le commandant tactique. Puis, dans un grondement sourd, l'appareil s'éleva lentement, verticalement, sans aucune hésitation. En quelques secondes, il disparut dans le ciel gris perle, comme absorbé par les nuages bas. Sur le sol, les véhicules noirs, SUV banalisés, fourgonnettes blindées, motos à gyrophares dissimulés, se mirent en mouvement, sans sirène, sans klaxon. Ils quittèrent les lieux avec une fluidité déroutante, se fondant dans la circulation comme s'ils n'avaient jamais été là. Aucun témoin n'osa s'interposer. Personne ne sut quoi noter, quoi dire, quoi croire. Il ne resta que le silence choqué des témoins, une équipe médicale perplexe et un agent Morel brisé, entouré de questions. Les conséquences furent immédiates. Suspension de l'agent Morel. Enquête interne ouverte. Le ministère de la Justice fut alerté. Le ministère de la Défense aussi. Le maire de la ville et le chef de la police publièrent des excuses officielles aux anciens combattants. Des réformes furent lancées concernant l'usage de la force envers les personnes âgées ou vulnérables, avec l'aide d'associations d'anciens militaires et de conseillers venus discrètement du ministère. Albert fut transféré dans une clinique militaire spécialisée. Son cœur, bien que fragilisé, avait tenu bon. Il fut soigné comme un actif stratégique, pas comme un suspect. Le protocole Rossignol bleu, vestige d'une époque d'ombres et de secrets, fonctionnait encore. Son activation fut la première en plus de 20 ans. Après quelques jours de soins, il fut installé dans une maison de retraite hautement sécurisée dans une autre région, prise en charge intégralement par un bienfaiteur anonyme, probablement l'État. Il y retrouva ses livres, ses photos et un sentiment de sécurité qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Les jours passaient, rythmés par le calme des couloirs et le chant mécanique des portes sécurisées. La plupart du personnel ignorait tout de son passé. Pour eux, il n'était qu'un vieil homme à la santé fragile. Mais certains agents, discrets, portaient encore au poignet gauche une montre sans marque, les aiguilles figées à minuit 30, un symbole connu seulement des anciens du programme Rossignol. Ils le saluaient d'un simple hochement de tête, toujours à la même distance, toujours sans un mot. Respect. Rappel silencieux. Il ne revit jamais l'agent Morel. Mais un matin, une lettre sans signature fut glissée sous sa porte. En quelques mots tracés à la main. « On ne s'est jamais rencontrés, et pourtant, je vous dois ma vie. Vous avez tenu. Maintenant, c'est à notre tour. » Albert la relut chaque soir, la posant toujours au même endroit sur sa table de chevet, juste à côté de la photo de ses frères d'armes tombés en 1972. La photo qu'il n'avait jamais osé afficher publiquement. Maintenant, elle trônait encadrée sur le mur, au-dessus de son lit. Les soins étaient méticuleux, les visites rares mais précieuses. De temps en temps, un colonel retraité, un médecin militaire en civil ou un vieil analyste en blouse venait passer quelques heures avec lui. Parler du monde, du silence, de ce qu'on oublie trop vite. Chaque visite était précédée d'une vérification complète du bâtiment, comme si un fantôme passait en inspection. Il comprit, sans qu'on ne lui dise jamais, qu'il était encore considéré comme une mémoire vivante, un fragment d'histoire qu'on ne pouvait pas se permettre de perdre. Il ne prit plus jamais de bus sous la pluie. La pluie, d'ailleurs, semblait l'avoir oublié. Depuis son arrivée, pas une goutte sur les fenêtres renforcées de sa nouvelle chambre. Même le ciel semblait vouloir lui accorder un peu de répit. Il passait ses journées à lire, à annoter des pages entières, comme un enseignant silencieux corrigeant un monde en désordre. Parfois, la nuit, il rêvait. Des rêves clairs, précis, où les codes d'accès changeaient au dernier instant, où les visages connus devenaient ceux d'ennemis. Mais chaque matin, il se réveillait vivant, lucide, intraitable.
Un soir, alors que le crépuscule dorait les rideaux blindés de sa chambre, une alerte silencieuse se déclencha dans le centre. Pas de sirène, juste une vibration à peine perceptible et un frémissement dans l'air. Albert leva les yeux de son livre. Il savait. Il ressentait les anciennes routines reprendre vie comme des muscles engourdis. Des silhouettes passèrent dans le couloir, des hommes que l'on n'entendait pas marcher. 1 heure plus tard, un ancien capitaine entra dans sa chambre, pas pour une urgence, pour une conversation. Vous étiez le test, le déclencheur, le dernier recours. Le protocole a fonctionné. On a localisé d'autres signaux, d'autres anciens, oubliés, mais encore vivants, et prêts. Albert ne répondit pas. Il fixa longuement la fenêtre. Enfin, il parla. Alors faites mieux cette fois. Le capitaine hocha la tête. Il laissa un petit boîtier noir sur la table de nuit, sans inscription. Albert comprit. Ce n'était pas une arme, c'était une clé. Le lendemain matin, la chambre était vide, les draps pliés. La photo manquait au mur, la lettre aussi. Rien dans les registres ne mentionna son départ. Officiellement, Albert Garnier, vétéran, ancien agent dormant du programme Rossignol, était mort de cause naturelle à 68 ans dans un centre médical. Une cérémonie militaire fut organisée, sobre, avec un drapeau soigneusement replié. Mais 6 mois plus tard, un réseau d'exfiltration clandestin démantela un camp secret de détention illégale en Méditerranée. Les prisonniers furent libérés sans un seul coup de feu. Des documents classifiés furent transmis à la presse, exposant des crimes d'État. Une silhouette encapuchonnée apparut brièvement sur les images de surveillance, se tenant droite malgré l'âge apparent. Et dans un recoin flou de l'enregistrement, juste avant la coupure, on crut lire une montre aux aiguilles arrêtée à 00h30. Ce jour-là, ceux qui savaient comprirent une chose. Quand on blesse l'un des leurs, ce n'est pas une patrouille locale qu'on affronte. C'est la mémoire, l'honneur et les fantômes d'un pays tout entier.